messieurs, chers internautes, merci de rester avec nous pour cette deuxième partie de cette émission. L'autre journal, je vais dire. Nous recevons aujourd'hui un acteur politique, il s'agit de M. Nathaniel Olympio, qui était avec nous dans la première partie. Et on continue ce débat, cet entretien avec lui dans la seconde partie, beaucoup plus sur le volet politique. Mais en attendant, j'ai pour moi une question qui devait être posée dans la première partie. Il a une question pour vous, Isidore. Oui, Monsieur le Président, vous parliez tout à l'heure des dossiers que la presse sort parfois, les scandales financiers et autres de corruption. Nous avons remarqué que lorsque la presse sort ces dossiers sur les scandales, la corruption et autres là qui se déroulent dans la République, les leaders politiques de l'opposition sont réticents à rebondir ou à réagir par rapport à ces dossiers. Qu'est-ce qui explique cela? C'est quand même curieux ce silence de la part de la classe politique de l'opposition. Ce n'est pas faux ce que vous dites, mais avant de venir précisément sur la question, je dirais que vous réfléchissez comme si vous étiez dans un environnement démocratique. C'est-à-dire que les préoccupations des hommes politiques sont des préoccupations je dirais, d'améliorer un environnement déjà relativement sain. D'accord? Au Togo, nous sommes dans un environnement où les aspérités politiques sont telles que la rugosité de la politique est telle que tout le monde semble être focalisé sur les fondamentaux même de la démocratie. Et on se bat pour avoir des libertés d'expression, on se bat pour avoir des libertés de manifester, des libertés basiques, les libertés fondamentales, on se bat pour ces choses-là, pour toutes ces valeurs-là. Donc c'est vrai que parfois, on peut être tellement pris par ces choses-là que l'on ne passe pas suffisamment d'attention sur des sujets aussi importants que vous faites sortir dans la presse, des sujets de corruption, des sujets de mauvaise gouvernance, etc. C'est absolument vrai ce que vous dites. Et c'est vrai aussi que de temps en temps, les acteurs politiques traitent de sujets pas uniquement politiques. Et je me rappelle que lorsqu'il s'était agi de l'évasion des capitaux de notre pays, l'opposition togolaise s'est, je dirais, largement exprimée sur cette question-là, mais je suis d'accord avec vous que nous ne le faisons pas assez. Et il faudrait prendre l'habitude, malgré l'environnement malsain de la politique, il faut prendre le temps et l'attention de porter un regard sur les questions économiques, sur les questions sociales, sur les questions culturelles, sur les questions, tous les aspects de la vie, nous devons les embrasser. Ce n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. Donc, votre interpellation, qui ne s'adresse pas qu'à moi, mais à la classe politique, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous prenons bonne note de cela, mais nous soulignons quand même que le Parti des Togolais porte une attention particulière aussi aux affaires sociales. Et c'est en cela que nous nous battons, par exemple, pour la carte d'identité depuis quelque temps et les actes de naissance. Mais c'est vrai qu'il faut embrasser tous les domaines. Comment se porte le Parti des Togolais aujourd'hui? Quelqu'un me posait la question aujourd'hui et je disais que l'on ne peut pas estimer bien se porter lorsqu'on se bat pour que les gens puissent avoir une vie décente, une vie où les besoins fondamentaux puissent être satisfaits. Le parti ne peut pas s'arroger le plaisir de dire qu'il se porte bien. Non, nous sommes dans l'adversité, nous sommes dans le combat, nous sommes dans la lutte pour que la vie des Togolais puisse acquérir un mieux-être et que nous puissions simplement être comme nos voisins, par exemple. Ok. Vous avez fait l'expérience de la C14 à l'époque. Et si on vous posait la question aujourd'hui, est-ce que vous regrettez d'avoir fait cette expérience au sein de la C14? Mais on ne peut jamais regretter une expérience. Vous dites que c'est une expérience. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que je devrais la regretter. Bien au contraire, j'ai appris beaucoup de choses. Et je dirais que c'est pour nous, en tout cas, la véritable première fois
que nous participons à un regroupement de cette nature. Et je pourrais revenir un peu sur le groupe des 6, par exemple. Mais comme vous parlez de la C14, je vais vous dire une chose. La coalition, dans sa composition, lors de sa création, eh bien, elle a été fondée sur de mauvaises bases. D'accord? Je pense que nous avons été tous, je ne m'exclus pas, il y a une responsabilité collective, même si à l'intérieur de la collectivité, il y a des responsabilités individuelles. La coalition a été mise sur pied sur la base de l'émotion. Et durant les 19 mois que nous avons passé, nous, Parti des Togolais, à l'intérieur de la coalition, nous n'avons malheureusement pas eu l'occasion de bâtir un projet politique. C'est ça, je pense, le fondement de la fin calamiteuse, j'ai failli dire, de la coalition. Nous ne nous sommes pas donné le temps. C'est vrai qu'il y a une urgence qui nous a été imposée par les événements et l'émotion suscitée par la répression du 19 août et du 20 août 2017. Cette émotion-là a poussé tout le monde à se précipiter. Je vais vous rappeler une petite chose, très brièvement. Au sortir de l'élection présidentielle de 2015, il y avait une léthargie politique. Tout le monde se plaignait. Pendant ce temps, il y a un groupe de partis politiques qui travaillaient. C'est ce qui a donné lieu à ce que la presse a appelé groupe des 6. Nous avons travaillé pendant 7 mois à huis clos. Personne n'a jamais entendu parler de nous. Qu'est-ce que nous faisions? Eh bien, on bâtissait un projet politique. Il nous a fallu 7 mois pour discuter, pour nous mettre d'accord et pour élaborer un document. D'accord? Eh bien, et bien entendu, dans ce document, nous avons inclus une vision. Donc, il faut absolument que nous bâtissions une vision et que nous nous dotions d'un projet politique. Je ne parle pas de projet de société, je parle de projet politique, c'est-à-dire le cheminement et l'articulation qui nous permettra d'atteindre les objectifs que nous voulons. Et donc, ce travail-là, quand nous l'avons fait en 2017, nous avons fait la sortie à l'hôtel Ibis le 23 janvier 2017. La seconde étape, c'était quoi? Nous nous sommes rapprochés du CAP 2015. Et nous avons commencé à travailler ensemble. Il fallait mettre en place le même cheminement, réfléchir, bâtir une vision, élaborer un projet politique et commencer à travailler. Nous étions dans ce processus-là lorsque brutalement, il y a eu ce que tout le monde sait et les choses se sont emballées et tout le monde a mis de côté cette démarche que je veux qualifier de rationnelle parce que je pense que moi, j'ai une culture d'entreprise. Et dans l'entreprise, les choses se font toujours par projet. Et un projet, ça se conçoit, on évalue les risques, les avantages, les opportunités, les points faibles, on fait une analyse de tout ça et on met en place la solution et on démarre la mise en œuvre. Nous ne pouvons pas faire l'économie de ce processus, y compris dans l'arène politique. Peut-être que tout le monde n'a pas la même façon d'aborder les questions, mais nous ne pouvons pas y échapper. Si on ne le fait pas aujourd'hui, on le fera demain, on le fera après-demain, parce que nous sommes obligés. Maintenant, la C14, écoutez, elle a eu l'opportunité qu'elle n'a pas su saisir. Nous n'avons pas su saisir cette opportunité-là. L'opposition togolaise, dans sa globalité, je pense que nous nous sommes toujours comportés depuis 1990 comme une force de contestation. D'accord? Nous devons aujourd'hui arriver à trouver la mécanique qui nous permettra de nous transformer en force de conquête du pouvoir. Et pour cela, il y a des facettes de la lutte que nous avons peut-être un peu négligées, que nous n'avons pas suffisamment cultivées. Il faut nécessairement que nous cultivions davantage ces aspects-là pour que la globalité du projet soit embrassée sur toutes ces facettes. Il n'y a pas de raison que dans toute la sous-région, dans toute la CEDEAO, tous les pays aient réussi à passer le cap et que le Togo soit le seul qui n'ait pas encore réussi à franchir ce cap-là. Ça veut dire que nous devons nous recentrer sur nous-mêmes, regarder notre manière de travailler, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et réadapter les choses. Oui.
Monsieur Netanyahu, vous l'avez dit tout à l'heure, la C14 a été fondée sur de mauvaises bases. Mais dites-nous, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait partie, le parti des Togolais de cette coalition? Ouais, écoutez, je disais tout à l'heure que nous y avons passé 19 mois. Hein, et 19 mois, ça fait beaucoup de mois. Et nous sommes partis de la coalition le 20 mars 2019. D'accord? C'est une date que je ne peux pas oublier pour des raisons personnelles. Et je dirais simplement que c'est une sommation de choses. C'est une accumulation de choses. Ce sont quelques... Nous avons simplement manqué d'organisation, nous avons manqué de méthode, nous avons manqué de cohésion, nous avons manqué aussi quelque part de sincérité. Voyez-vous? Et il y avait un tel enthousiasme du peuple togolais, il y avait une telle énergie dégagée par le peuple togolais que, pour moi, il n'y avait absolument aucune raison que nous ne puissions pas atteindre nos objectifs. Sauf que j'ai éludé dans mon appréciation des choses l'incapacité que nous avions à bâtir un projet ensemble, à construire quelque chose ensemble et à s'y tenir de manière efficace. On n'a pas réussi cela et c'est ça l'expérience dont je parle, que j'ai tirée, c'est de savoir que, eh bien, il y a des choses qu'on peut faire difficilement à 14 et il y a des choses qu'on peut faire très efficacement à 2, à 3, à 4, à 5 par exemple. Jusque-là, on ne comprend pas votre raison de départ. Pourquoi vous avez quitté concrètement? Parce que les internautes veulent comprendre. Concrètement, qu'est-ce qui vous a fait partie de la C14? Je vais vous faire un aveu. Oui. La première fois que j'ai failli, le parti des Togolais a failli quitter la coalition, c'était le 5 septembre 2017. Le 5 septembre 2017. C'est la première fois que nous avons failli quitter la coalition. Mais nous ne sommes pas partis pour autant, parce que nous croyons on croit à la capacité de faire évoluer les choses quand on est dans un espace commun. On peut faire évoluer les choses, pas nécessairement en étant à l'extérieur. Mais je dirais simplement que nous avions travaillé ensemble sans avoir nécessairement la même vision, puisqu'elle n'était pas définie de toute façon, on ne l'avait pas élaborée, donc il n'y avait pas de vision, donc chacun tirait à U et à dire dans tous les sens, donc ça ne pouvait pas fonctionner. Quand vous mettez en place ces choses et que moi qui estime être quelqu'un qui fonctionne de manière structurée, de manière organisée, de manière, je dirais, rationnelle, il est évident que je ne pouvais pas rester durablement dans cette configuration. Ok, et c'est vrai qu'au lendemain des manifestations, la C14 a appelé au boycott des législatives du 20 décembre dernier, mais curieusement, la même opposition, certains partis politiques de l'opposition ont participé aux élections municipales. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Je pense que vous faites très bien de préciser que certains partis de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, il faut intégrer que l'opposition est plurielle. Ouais. L'opposition est plurielle et que la lecture que nous pouvons faire des événements sont différentes d'un parti à un autre parti. Ouais. Le Parti des Togolais, depuis 2015, s'est inscrit dans une démarche de défense des valeurs, de défense des principes démocratiques, les principes qui régissent l'organisation d'une bonne élection, les principes qui définissent la liberté et la démocratie, ce sont les valeurs que nous défendons. Nous ne sommes pas venus pour nous précipiter pour aller à des élections, même pas pour gagner un poste électif ou un poste administratif. Ce n'est pas notre motivation. C'est pour cela que, depuis que nous sommes opposés à la manière dont les élections sont organisées dans ce pays, nous restons constants. En 2018, toute la classe politique de l'opposition s'est mise d'accord pour ne pas aller à des élections qui sont organisées dans des conditions qui ne donnaient pas satisfaction. D'accord? Entre décembre 2018 et juin 2019, je ne crois pas qu'il y ait eu des bouleversements significatifs qui puissent justifier que la décision qui a été prise en décembre ne soit plus valable en juin. Quelqu'un me rappelait ce matin, quelque part, que il y a quand même eu, m'a-t-il dit cette personne, il y a quand même eu le fait que, entre les deux élections,
2 personnes de l'opposition sont entrées à la CENI. Une personne du CAR et une personne de ADI sont entrées à la CENI. Mais bon Dieu de bon sang, est-ce que cet élément-là est suffisamment justificatif pour modifier une position politique qui avait été prise 6 mois plus tôt par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui? Nous estimons que ce que nous avons dit précédemment reste d'actualité. Tant que nous ne réussirons pas à nous battre pour avoir de meilleures conditions d'organisation des élections, pour moi, les élections n'ont absolument aucun sens. Nous avons été très actifs dans la décision de ne pas aller aux élections en 2018. Nous avons été très actifs parce que nous sommes restés cohérents dans notre démarche. Eh bien, en 2019, il était tout à fait logique que nous ne puissions pas participer à ces élections locales, même si c'était des élections importantes, mais justement parce que c'était des élections importantes, il fallait que ce soit organisé de manière correcte. Et qu'est-ce qu'il faut? On ne demande pas la lune, on ne demande pas des élections parfaites, on demande qu'il y ait des conditions minimales, un fichier électoral qui soit fiable, des organisateurs qui soient impartiaux et qui respectent l'éthique, et des décideurs finaux, je parlais de la Cour constitutionnelle, qui ne penchent pas de manière systématique du côté de l'exécutif. Il faut au minimum que nous puissions obtenir ces choses-là. Si nous ne les avons pas, s'ils veulent organiser leurs élections, à la limite, qu'ils n'organisent même pas les élections et qu'ils restent au pouvoir dans ce cas-là. Et à quoi ça sert? J'ai posé la question à quelqu'un aujourd'hui même de savoir, très bien, vous dites, il ne faut pas faire la politique de la chaise vide. Est-ce que les élections telles que ça s'est déroulé le 30 juin 2019, est-ce que cela a donné satisfaction à ceux qui y ont participé? Moi, j'ai entendu les participants à la radio, à la télé, tous ont dénoncé ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les raisons que nous évoquions, nous, pour ne pas y aller, ce sont exactement les mêmes raisons qu'ils ont évoquées après y avoir participé. Alors pourquoi devrais-je y aller dans ce cas-là? Cela n'empêche, nous posions à quelques miettes. Monsieur Nathanaël Olympio, la question et le sujet qui cristallise aujourd'hui l'actualité, ce sont ces chamailleries entre certains leaders de l'opposition après ces élections municipales. Bon, êtes-vous surpris? Alors maintenant, c'est le moment de poser la question qui fâche, si je comprends bien. Vous savez, il est difficile pour la classe politique de l'opposition de fonctionner de manière correcte dans un espace qui ne lui offre pas un environnement de fonctionnement dans la sérénité. Nous avons un régime qui est ultra-autoritaire, pour ne pas dire une dictature, ultra-autoritaire. Et nous avons été amenés à nous mettre ensemble en étant d'horizons politiques différents, de philosophies politiques différentes. Il y a des gens qui sont de la gauche, des gens qui sont du centre, des gens qui sont de la droite, peut-être même qu'il y a des trotskistes, il y a toute une palette de philosophies politiques. Mais les conditions dans lesquelles nous vivons la politique a obligé tout ce monde-là à être ensemble. Wow, ça veut dire que fonctionner ensemble avec des conceptions de la politique si différentes, c'est véritablement la quadrature du cercle. Donc, ce n'est pas évident qu'il n'y ait pas de chocs qui se produisent en cours de route. Et c'est ce que nous observons. Mais quand même, aussi déplorable que cela puisse être, nous devons avoir à l'esprit que l'essentiel doit se trouver ailleurs. Et l'essentiel se trouve ailleurs, et non sur ce que vous avez qualifié de chamaillerie. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, de mon point de vue, c'est que nous puissions nous rendre compte de la nécessité de bâtir une vision et de bâtir un projet politique. Ce sont les éléments essentiels. Tout ce qui se passe autour, c'est véritablement de la diversion, et c'est là qu'il y a l'essentiel. Tant que nous ne ferons pas ce travail-là, nous ne pouvons pas avancer d'un pouce. Est-ce que c'est possible de bâtir cette vision à la veille de 2020? Parce que 2020, c'est demain. Alors, moi, je vais vous répondre une chose. Je vais vous dire, c'est toujours l'erreur que nous avons faite depuis 90. Ouais. C'est-à-dire que nous rythmons notre vie par les élections. Nous laissons
le rythme imposé par le régime nous guidait. Et l'opposition est toujours dans nous suivons. S'il y a un projet politique, le projet vivrait sa vie, conduite par les acteurs politiques, et les élections qui se produiraient, qui arriveraient, ne seraient que des événements qui viennent se greffer sur la conduite du projet. Et on gérerait ces élections-là exactement comme un événement extérieur qui vient se produire. Si la maturité de notre projet est d'actualité, eh bien nous gagnerons ces élections-là. Mais si la maturité de notre projet n'est pas encore arrivée, nous continuons le cheminement. L'élection vient, on la gère d'une manière ou d'une autre, elle passe, et puis nous continuons notre chemin. C'est-à-dire que c'est le projet qui va faire notre tempo. Et nous allons imposer le rythme de la vie politique au régime. Aujourd'hui, tant que nous n'avons pas ça, eh bien nous sommes obligés de subir. Et nous n'arrêtons pas de subir. C'est pour cela que j'insiste que c'est la voie à suivre pour que les choses puissent être bien faites. On peut comprendre que le Parti des Togolais va participer à la présidentielle de 2020. Mais tous les Togolais participent d'une manière ou d'une autre à une élection. Tous les Togolais participent. Le Parti des Togolais aura son candidat. Plus précisément. Non, j'ai déjà dit tout à l'heure que ce qui nous importe, ce sont les principes et ce sont les fondamentaux. C'est ça qui nous motive. Donc, nous continuerons toujours à nous battre pour que le cadre électoral soit amélioré, que le fichier électoral soit fiable, que la CENI soit une CENI qui corresponde à ce qu'il faut pour une organisation d'élection crédible. Et tant que nous n'aurons pas tout cela, eh bien c'est là-bas que la bataille doit se concentrer et non ailleurs. Et ne me parlez pas de question de candidature unique, parce que c'est une question, je dirais, subsidiaire. C'est une question subsidiaire. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est à quel type d'élection vous voulez participer. Le jour où nous trouverons la bonne réponse à cette question-là, le type d'élection auquel nous voulons participer, eh bien, à ce moment-là, on pourra se poser la question de savoir s'il faut un candidat, s'il en faut 2, s'il en faut 150. Mais mettre cela avant, c'est mettre la charrue avant le bœuf. Et c'est ce que nous avons toujours fait depuis 2015 et ça n'a jamais donné un résultat probant. Pourquoi se casser la figure sur des questions qui divisent et nous refusons de nous mettre d'accord sur les choses qui nous unissent? Ça n'a pas de sens. C'est complètement renverser les choses et marcher sur la tête. Nous ne pouvons pas faire l'économie, et j'insiste sur ce point, nous ne pouvons pas faire l'économie de bâtir une vision et un projet politique. Oui, Monsieur le Président, 2020, c'est l'élection présidentielle 2020, c'est dans 6 mois, ou moins de 6 mois. Faudra-t-il se battre aujourd'hui, dès aujourd'hui, pour avoir les conditions minimales d'organisation de ces élections, ou faudra-t-il laisser le boulevard au régime en place? La question que vous posez n'a pas de raison d'être. Pourquoi les partis politiques existeraient? Pourquoi la société civile existerait et croiserait les bras en attendant de regarder l'élection se passer? C'est l'impression qu'on a aujourd'hui. Vous dites que c'est l'impression. Ce n'est que l'impression. Ce que je suis en train de faire avec vous, on participe à ça. Ce que je suis en train de... L'exercice que nous faisons aujourd'hui participe à cette démarche-là. Entre les partis politiques de l'opposition, il y a des couloirs qui se font. Non, nous parlons de toute façon. On se parle. Et c'est indispensable de se parler. Mais c'est vrai que nous ne parlons pas suffisamment vite et suffisamment bien, et parce que le peuple, la population ne voit pas des actes posés. C'est surtout ça. Et vous avez raison sur ce point-là. Mais moi, je suis toujours partant du principe que il vaut mieux faire les choses bien plutôt que de se précipiter pour faire des choses mal. Il vaut mieux prendre le temps. Écoutez, on parle de 2020. Est-ce que vous êtes sûr, vous savez aujourd'hui qui sera candidat en 2020? Est-ce que vous savez du pouvoir qui sera leur candidat véritablement en 2020? Moi, je ne le sais pas. Et donc, le pouvoir, ça se dévoile déjà. Moi, je ne le sais pas. D'accord? Donc, ça peut être Pierre-Paul ou Jacques. Et l'essentiel, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas qui va à l'élection. L'essentiel, c'est à quelle élection est-ce qu'on va. Et c'est pour ça qu'il faut se battre. Vous allez batailler pour arriver à choisir un candidat miraculeux, unique, et finalement,
vous n'allez pas avoir les conditions qui vous permettent de satisfaire vos ambitions de gagner ces élections-là. Il faut revenir aux fondamentaux. Ok, merci Nathaniel. Vous allez rester avec nous parce qu'il y a la troisième partie de cette émission. On se retrouve dans quelques secondes.